L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Avec Jean-Michel Apathy, Maxime Switek et Giroud. 3921, c'est le numéro qui vous permet d'appeler Europe 1, qui vous permet surtout de poser vos questions à Giroud, notre consultant, après la qualification des Bleus pour les demi-finales de l'Euro. On y va tout de suite, Giroud. Première question d'Éric à Besançon. Bonjour Éric. Bonjour monsieur Apathy. Bonjour. Alors. Et bonjour monsieur Switek, monsieur Giroud, bonjour. Bonjour. Et félicitations encore pour l'ensemble de votre œuvre, on va dire comme ça, à la JOCR. Merci. Voilà. La question que je voulais vous poser est la suivante. Est-ce que les 2 buts encaissés hier soir par l'équipe de France sont à mettre sur le compte d'un manque de concentration de l'équipe de France ou sur les faiblesses défensives de cette équipe? Aussi bien avec le deuxième défenseur central, qui n'est pas Koscielny, qu'avec et surtout Evra, qui pour moi est à l'origine des 2 buts encaissés, enfin plus ou moins. Le centre à droite, le premier, donc qui a mis le premier but islandais, et le deuxième but où il n'est pas au marquage. Oui, alors, vous avez raison. Il y avait l'avantage au score qui a sans doute déconcentré les joueurs. Je commence par les défendre, puis après on dira les choses. Et la deuxième chose, c'est que pour le deuxième but, il y a eu des changements de joueurs. On avait une nouvelle défense centrale totale. Bien. Maintenant, il faut quand même remarquer que Evra, sur le plan défensif, peine. Mais il a quand même un problème. Le problème, c'est Dimitri Payet. Dimitri Payet, formidable dans le trio ou le carré que nous avons maintenant sur le plan offensif. Formidable, parce qu'à chaque fois, il marque des buts et il en fait marquer. Mais par contre, le jeu défensif est complètement symétrique du jeu offensif. C'est-à-dire qu'il est proche de zéro. Et donc, l'arrière qui est derrière lui a des gros problèmes. Faut-il quitter son joueur pour aller sur celui de Payet? Il y a toujours des 2 contre 1. Et ça, c'est évidemment contrariant. Et Evra en fait les frais. Evra en fait les frais, mais en même temps, je pense... Il n'y a pas que sur le plan défensif qu'on peut lui reprocher des choses. Moi, je trouve sur le plan offensif, son apport offensif est trop faible. Quand vous regardez Hector, l'Allemand contre l'Italie, excusez-moi, mais il centre 3 fois, un centre qui amène le but d'Ozil. Et puis, je parle pas du penalty. Ça, le penalty, on peut en marquer, on peut en rater, c'est pas le problème. Et Hector, c'est quand même autre chose qu'Evra. Et puis Evra, à la Juventus, on dit qu'il est bon, mais derrière lui, il a qui? Bonucci, Barzagli, Chiellini, Buffon. Excusez du peu. En fait, ce que dit Eric, peut-être que beaucoup de gens le ressentent, Evra a un statut d'intouchable, quel que soit le niveau de ses performances. Non, cette équipe de France. Hier, il n'était pas dans un bon jour, dans un match où tout le monde était dans un bon jour. Donc, les gens qui aiment le football, comme notre ami là, l'ont remarqué. Maintenant, avant, il n'a pas fait que des mauvais matchs. Et puis, il faut, dans un groupe, vous savez, un moteur. Et Evra, c'est un moteur dans le groupe. Il est sympa, il est écouté, il est dynamique. Il a une expérience terrible. Il connaît Didier Deschamps depuis 20 ans. C'est lui qui fait le relais entre les joueurs et la direction. Et tout ça fait que peut-être sa carrière va se prolonger un petit peu plus qu'elle n'aurait dû. D'ailleurs, je pense qu'elle va s'achever après cet Euro. Bon, je ne sais pas si vous avez eu la réponse... la réponse à votre question, vous l'avez eue, Eric. Je ne sais pas si elle vous a satisfait. Vous ne pensez pas qu'Evra sera en danger en ce moment, Giroud? Le problème, c'est qu'aussi, il n'est pas menacé. Bon, c'est un jeune digne qui a joué à Rome, soit, mais enfin qui n'a jamais emballé le monde. À Paris Saint-Germain, il était remplaçant. Celui qui aurait pu venir, c'est celui de Paris Saint-Germain, il n'est pas venu. Voilà. Dommage. Alors il va y avoir là un changement sûrement, mais ce changement n'arrivera pas avant dimanche. Mais jeudi soir, sans doute, Patrice Evra sera sur la pelouse pour affronter l'Allemagne. Voilà. Merci. Il descendra du bus. Ah oui, là ça y est. Il est descendu du bus, là. Il descend régulièrement maintenant. Il descend. Il y a des avantages aussi. Merci beaucoup, Eric. Au revoir, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée à Besançon. Maxime. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment une question que pose ATE sur Twitter avec le hashtag 1 midi. C'est une remarque. Pour lui, l'homme du match, c'est Didier Deschamps. Immense coaching, intelligent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Giroud? Ah bah oui, je le défends depuis le début, même quand on ne gagne pas facilement ou quand on ne gagne pas. Alors là, comme on a gagné largement, on peut accrocher les médailles. Bon. Là, vous allez faire face avec Loïc, qui est à Gris, dans le Bas-Rhin, à une question assez technique. Bonjour Loïc. Bonjour
bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Alors moi, ma question pour Giroud, pour continuer à parler tactique, c'est est-ce que Didier Deschamps doit maintenir son 4-2-3-1, donc qui a plutôt bien fonctionné hier contre l'Irlande, ou est-ce qu'il doit repasser en 4-3-3, sachant qu'N'Golo Kanté sera donc plus suspendu pour la demi-finale, et étant donné que les Allemands aiment bien jouer entre les lignes avec Müller, Götze, etc., et Özil, est-ce qu'il faut maintenir ce système donc du 4-2-3-1 ou repasser en 4-3-3 ? Bon, bah là, chapeau. Oui, si je puis dire, Loïc, chapeau. Non, mais votre remarque touche au but et même dans le milieu de la cible. Mais je pense que Didier Deschamps, ça doit être son grand sujet de conversation avec Guy Stéphane et avec les autres, et qui va y réfléchir. Les deux solutions présentent des avantages et des inconvénients. Et puis le petit Kanté. Le petit Kanté, ça vaut le coup parce qu'il est tellement formidable. Seulement, on l'a pas vu beaucoup. Oui. C'est quand même un néophyte dans cet Euro. Là, maintenant, ça fait n'a pas joué un match et demi sur les deux derniers. C'est aussi un motif de réflexion. Donc oui, vous feriez quoi ? Pogba a montré aussi ses qualités en milieu défensif plutôt qu'en relayeur. Oui, en plus, le nouveau calage de nos milieux de terrain, Matuidi, Pogba, a été parfait. Donc, changer quelque chose qui est parfait pour tenter autre chose, ça paye pas toujours. C'est dans les consignes. Peut-être que Sissoko aura des consignes de jouer un peu plus bas, de les aider un peu plus. Et c'est là que ça peut, dans l'animation défensive, qu'on peut encore s'améliorer, sans changer de joueur. Vous, Giroud, vous seriez partisan de reconduire au début du match contre l'Allemagne l'équipe qui a débuté contre l'Islande. Non, il y a le problème de l'arrière central. Ah oui, à part ça. Il faudra réfléchir aussi entre Umtiti et Rami. Oui. Là, il y a aussi un problème de taille, parce que les Allemands, c'est une des équipes les plus hautes du championnat. Ils sont plus hauts que les Islandais, à l'exception de la grande perche qu'il y avait d'1m97. Là. Ouais. Voilà. Alors, à part cet apport en défense centrale, vous garderiez la même équipe. Vous savez, j'étais très conservateur et ça m'a bien réussi. On ne change pas une équipe qui gagne, premièrement, ou presque jamais. Et deuxièmement, quand ça va bien, on se réfugie dans le bonheur et on ne bouge pas. Quand ça va bien, ça va bien. Voilà, Loïc. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Pierre de Besançon. Décidément, Besançon. Oui, Besançon est à l'honneur à midi, mais on en est ravis, Je voudrais souligner simplement et demander à Giroud ce qu'il en pense, la magnifique partie de Loris. Même s'il n'a pas été sollicité, il fait un arrêt absolument déterminant. On le sent complètement dans le match. Et comme il a été plus ou moins critiqué à son heure, je crois que cet arrêt réflexe qu'il fait est magnifique. Et on ne dira jamais assez combien il a une importance capitale sur l'équipe. Le deuxième problème, Evra, qui a été souligné il y a quelques instants, je crois que l'entraîneur de l'équipe de France serait bien vu de l'obliger à rester sur sa place défensive au moins pendant 60 minutes. En lui interdisant carrément, dialoguant évidemment avec lui, mais en lui interdisant carrément des montées offensives qui nuisent à sa santé, entre guillemets, et à sa capacité ensuite à intervenir défensivement, attendu que Evra est irremplaçable à la fois par le rayonnement sur l'équipe et ses qualités défensives. Oui, voilà une analyse complète. Vous avez bien vu le problème. Moi, je ne lui dirais pas pendant 60 minutes, tu ne montes pas. Je lui dirais, tu divises par 3 ton nombre de montées. Au lieu d'en faire une toutes les 2 minutes, tu en fais une toutes les 6 minutes et elles seront plus efficaces et tu auras plus de jus pour défendre et tu feras moins d'absence ou de fautes défensives. Voilà le conseil que je lui donnerais et à mon avis, il le suivrait. Et à mon avis, ce conseil va lui être donné et il le suivra. Parce que vous téléphonez à Didier Deschamps, Giroud? Non, jamais. Mais il écoutera pas peut-être. Mais parfois, j'échange parfois par l'intermédiaire de ses camarades du staff. Vous pouvez faire passer quelques petits messages. Je ne l'appelle pas, non pas que je n'ai pas de relation avec lui. Quand il avait 15 ans, on a voulu le prendre à Auxerre. Et on l'a raté parce qu'on était en 2e division, évidemment. Il est allé à Nantes. Mais vous l'aviez repéré. Depuis ce temps-là, je le connais. Oui. Mais je ne veux pas le déranger. Oui, on n'a pas le droit de déranger un homme comme ça. Voilà, Jean-Pierre. Oui, on a parlé de Loris. Je voudrais souligner quand même son rayonnement. Ah oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai. Ouais, vous avez raison. Vous aimez bien Loris, hein, Jean-Pierre?
Je l'aime parce que les gardiens sont des gars extraordinaires. D'accord. Bon, mais c'est très rare qu'on puisse faire avec un gardien taciturne comme il était, un grand capitaine. Oui. Oui. D'habitude, on ne met pas de gardien capitaine. On a un gardien capitaine et ça marche. Et ensuite, c'est un garçon qui était discret. Déjà, il n'était pas habillé comme les autres dans les matchs, c'est les gardiens de but. Mais il n'en profitait pas pour s'imposer. Humainement, s'imposer par rapport aux adversaires, il l'a toujours fait. Mais maintenant, il est dans la plénitude de son métier, dans le bon âge des grands gardiens de but. Il en a pour un certain temps, 5 ans ou 7 ans, selon sa santé. Et effectivement, hier, tout le monde a remarqué sa parade formidable sur la ligne. Quand on n'a pas grand-chose à faire et qu'on est présent au moment où il se passe quelque chose, ça veut quand même dire qu'on a des qualités mentales particulières. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Arnaud. Oui, bonjour Jean-Michel Abati, bonjour Oui. Maxime Soutek et bonjour Giroud. Vous êtes à Bonjour. Toulouse. Exactement. Alors, Tout d'abord, on vous une écoute. petite remarque concernant l'équipe de France. Elle nous fait plaisir à voir et elle a joué à jouer et ça fait beaucoup de bien. Donc voici ma question pour Giroud. Oui. Vous avez justement parlé de la taille d'un joueur et pour planter cette équipe d'Allemande qui est plutôt forte physiquement, est-ce que parfois on ne ferait pas le choix, au-delà de la qualité de jeu du sportif, de mettre quelqu'un comme Moussa Sissoko, qui est assez athlétique, pour répondre aux défis physiques des Allemands? Giroud. Vous avez raison. Quand on a le choix à 2 joueurs de valeur égale contre un adversaire comme l'Allemagne, on prend le plus grand. Maintenant, si le plus grand joue moins bien que le moins grand, on met le moins grand. Voilà. Mais s'ils sont ex-aequo, évidemment, si Sissoko est meilleur que son concurrent, on ne discute même pas. S'il est de valeur égale et que tactiquement ça va, on le prend. Et s'il joue pas bien, on le prend pas. Voilà, on appelle ça du bon sens. Hein, ça aide pour faire du coaching. Eh ben, le football, c'est un jeu de bon sens. C'est pour ça que tout le monde est compétent. Les auditeurs que nous appelons ont toujours... ils ont des avis parfois contraires, mais défendables. Certains, je le reconnais, sont quand même assez bons. Moi, j'aurais du mal à développer quelques analyses que j'ai entendues sur cette antenne. Arnaud, vous êtes satisfait de la réponse ? Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et encore merci pour cet euro à tout le monde. Une bonne journée à Toulouse, Arnaud. Merci d'avoir appelé le 39-21. Nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons avec Giroud pour continuer à parler de cet euro de football. À tout de suite. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Vos questions à Giroud au 39-21 après la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de l'Euro. Bonjour Philippe. Oui, bonjour messieurs. Vous êtes à Limours dans l'Essonne. Oui. Alors, votre réflexion, votre question du jour? Une petite réflexion. Après les préliminaires, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Et l'Euro, il démarre jeudi. Voilà. Et parce que, quoi qu'on en dise, on a rencontré des équipes, somme toute, assez faibles. Oui, enfin, les Anglais aussi. Pensez par exemple à rencontrer des équipes assez faibles, les Belges, vous voyez, les équipes faibles. Jean-Michel, les Anglais sont mauvais depuis 1966 en équipe nationale. Voilà, point. Comme l'équipe de France de rugby, à force de faire jouer des mercenaires de partout, on a une mauvaise équipe nationale. Bon, ça, c'est un autre débat. Oui. Alors, ce que je voulais demander à Giroud, c'est, étant donné qu'on a des atouts offensifs énormes, mais des faiblesses défensives également énormes, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à tout faire pour faire une équipe ultra offensive et surtout prendre le score? Parce que je pense que si on est mené contre les Allemands, comme à chaque fois, on s'en sortira pas. Giroud. Oui, c'est une tactique imaginée, bien sûr, que je ne reprendrai pas. Je pense que je l'ai faite parfois dans ma jeunesse. C'est vrai? Et j'ai pris de telles roustes que je ne le referai pas. C'est-à-dire sacrifier la défense? Si vous démarrez, c'est aussi dans la composition de l'équipe, si vous mettez 7 joueurs offensifs et 4 défensifs, par exemple des milieux de terrain offensifs qui s'ajoutent à des avants qui ne reviennent pas, dès que vous avez perdu un ballon, vous êtes en danger de prendre un but. Et vous l'avez fait ça, Giroud? Ça, j'ai essayé une fois dans des cas désespérés. Quand vous dites j'ai pris une rouste, vous avez un souvenir cuisant comme ça, il y a un truc en mémoire? Oh non, en général, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Mais c'est intelligent de dire, allez, on va attaquer. Si vous attaquez contre les Allemands, à tout va. Ils vont très bien défendre. Et puis, ils vont vous contrer, et là, vous n'aurez pas d'armes pour les contenir. C'est aussi comme ça dans l'art de la guerre. On peut pas...
Le problème, c'est que, par exemple, il y a 2 ans, en 2014, tout le monde a pleuré qu'on était aussi fort qu'eux, mais à la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Et on a été... Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend un but contre eux, ils vont encore mieux défendre, parce que je pense que psychologiquement, ils nous dominent. Ils savent qu'ils nous battent à chaque fois. Oui. Vous voyez, c'est une espèce d'intox. Non, et si on se lançait à fond dans un premier quart d'heure pied au plancher pour les étouffer, les asphyxier, les bombarder, et si on pouvait ouvrir la marque, je pense que l'équipe qui ouvrira la marque gagnera cette demi-finale. Non, mais qu'on essaye d'ouvrir la marque, bravo. Oui. Même contre avant-hier, hier soir, avant de marquer notre premier but, on a fait tourner la balle, on a joué posément, on n'a pas eu l'air de se jeter à leur gorge. On les a privés de ballon, on a tourné, et puis on a marqué un but. Alors là, tout de suite, pendant leur désarroi, on a pu marquer le deuxième, et après, ça a très bien été. Mais hier soir, en raison de la fatigue de notre adversaire, qui était quand même palpable, il y avait une différence de valeur entre les deux équipes. Contre l'Allemagne, si on est très bon, peut-être qu'on ne verra pas de différence, et peut-être que, comme vous le dites, en attaquant bien, on prendra l'avantage au score, et ensuite on le gardera, et peut-être notre force étant des attaquants très bons, à ce moment-là, on pourra doubler le score. Bon, écoutez Philippe, on va voir quelle composition d'équipe fera Didier Deschamps. Quelque chose me dit que votre conseil, peut-être bon par ailleurs, risque de ne pas être suivi. Enfin, oui, j'ai bien entendu. On verra bien. Hein. J'ai bien entendu, mais au moins, alors là, si on passe l'Allemagne après... Si vous êtes dirigeant d'un club, essayez parfois. Quand vous rencontrez un plus fort, essayez de l'attaquer en voulant prendre l'avantage à tout crin dans le début. Et puis de temps en temps, ça réussira. C'est la réflexion de Philippe qui me suggère ça, mais c'est vrai que il dit si on passe l'Allemagne, après c'est bon. Effectivement, on pourrait avoir une finale France-Galles. Et ça nous rappellera les tournois des 6 nations ou des 5 nations historiques. Oui, pour les... France-Galles, c'est quand même curieux affiche de football. Moi qui occupe à l'hôtel la chambre d'Alvaladejo. Ah ben voilà, donc il y a quand même un peu de rugby dans cette histoire. Europe 1 a de la suite dans les idées pour ces hôtels. Oui, voilà. Exactement. Mais non, mais le Galles, c'est une équipe potentiellement meilleure que les Islandais, parce que c'est des joueurs de première division en général de championnat d'Angleterre, parfois de deuxième, et puis surtout ils ont un esprit fantastique qui est l'esprit des provinces, enfin des pays qui composent la Grande-Bretagne. Ils peuvent gagner contre le Portugal, Giroud? Ah oui, ils vont poser de sérieux problèmes au Portugal, ça c'est sûr. Et le Portugal qui n'a impressionné personne jusqu'à présent. Il n'a pas gagné un match. Et non, il est en demi-finale. Voilà. Du moins, dans le temps réglementaire, il n'a pas gagné un match. Il n'en a pas perdu non plus. Non, sinon il ne serait pas là. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous, messieurs. Et je vous souhaite une très bonne journée à Merci Limours. beaucoup. Au revoir. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Vous êtes à Nantes. Oui, tout à fait, je suis à Nantes. Alors, vu de Nantes? Vu de Nantes, moi je suis un petit supporter, je suis pas totalement aficionados du football. Malgré tout, je trouve que Giroud, d'abord, est un personnage que je trouve très intéressant, un personnage merveilleux, un personnage justement par rapport à d'autres entraîneurs qui sont, pour moi, simplement des entraîneurs. Et je trouve que Giroud a une aura tout à fait différente des autres. Il vous écoute et je pense que ça lui fait plaisir. Et avant, moi j'ai 60 ans et pour moi, Giroud c'est Auxerre et c'est autre chose qu'un entraîneur. C'est une histoire du football, c'est un moment du football en fait. Et j'ai une petite réflexion à faire. Je ne vais pas donner mon opinion sur le match parce que je suis vraiment pas spécialiste, bien au contraire. En revanche, je trouve que il y a un moment donné où les choses, quand elles sont belles, elles paraissent simples. Et il ne s'agit pas d'une équipe forte, d'une équipe pas forte, des gars en avant, des gars en arrière, on aurait dit, il aurait fallu, il faut que, etc. Simplement, si vous regardez une belle auto, si vous regardez une belle personne, si vous regardez une belle typographie, si vous regardez n'importe quoi qui est beau, les choses paraissent simples. Et c'est ça qui était bien hier soir, c'est que les choses ont été simples, ont paru simples. Et c'est ça qui a fait un beau match. Et je trouve que les Islandais ont magnifiquement joué également, et qu'il n'y a pas eu d'humiliation. Je trouve qu'il y a un moment de grâce au niveau du sport. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien hier soir. C'était un moment de grâce, en fait. Voilà. J'ai trouvé vraiment ça bien. C'est une réflexion esthétique, cette équipe de France. Monsieur, vous êtes vraiment un Nantais. Les Nantais, c'est des gens qui aiment le beau,
et puis qui sont compétents même quand ils disent qu'ils ne le sont pas en football. Et j'ai ressenti la même chose. J'étais dans le stade, j'avais le bénéfice de la présence de ces 10 000 ou 15 000 personnes venues du Nil, et puis le reste, les Français qui étaient d'une chaleur rare. Et on a eu vraiment un grand soir avec des belles choses. Regardez la volonté qu'ils mettaient quand ils ont marqué leur premier but. Ils ont pris le ballon sous le bras et l'ont emmené. Parce qu'ils voulaient revenir de 5-1 à 5-5. Absolument. Ils y croyaient. C'était un vrai moment de sport et à la fois les tribunes étaient belles, les maquillages étaient beaux. Enfin, il y avait un espèce d'esthétisme. C'était un moment. Il y avait aussi des jolies filles. Hein. C'est un pays où on les rate pas. Hein. Absolument. Alors, la question que je voulais vous poser, c'était simplement, moi, vous connaissant par votre voix, par ce que vous représentez, j'aurais bien aimé savoir. J'aimerais être une petite souris, être dans les vestiaires, et j'aimerais savoir ce que vous diriez en fait à l'équipe de France aujourd'hui pour qu'ils aient assez faim pour gagner ce match contre l'Allemagne. Giroud. Il y a beaucoup moins de choses à dire quand on rencontre l'Allemagne que quand on rencontre l'Islande. La concentration, elle va être automatique. Il y a juste un point, c'est qu'ils commencent à fatiguer d'être ensemble. Il y a eu 2 semaines là complètes avec seulement 2 matchs en fin de semaine, et ça dans une compétition en fin de saison. Hein. C'est des garçons qui viennent de faire 11 mois de football avant. Il y a une petite lassitude. Mais enfin, ils vont pas perdre exprès pour rentrer chez eux. Ils vont continuer de dire maintenant, même ils peuvent dire à M. Le Gret, vous nous avez fixé la demi-finale comme objectif, on va le dépasser, on va pas seulement l'atteindre. Mais ce que vous dites, Giroud, de la lassitude de ce groupe de vivre ensemble, ça on peut le comprendre, ça vaut aussi pour les Allemands. Oui, c'est possible, mais c'est pas sûr, ils sont faits autrement, les Allemands. À ce point, oui. Oui, parce qu'ils sont moins romantiques que les Français. C'est possible qu'il y en ait les nouvelles générations allemandes de joueurs, je les connais moins. Oui, bien sûr. Bon, je suis toujours dans le bain du football français, donc je les connais, mais les Allemands, je les connais moins. Ce sont des facteurs que l'on évoque peu, parce que voilà, quand on parle du football, on parle de ce qui se passe sur un terrain, mais j'ai entendu Bicente Lizarazu raconter qu'à un moment dans sa vie professionnelle, il en avait plus que marre de ces réunions entre hommes, les survêtements, les claquettes, enfin, tout ce qui est la discipline nécessaire pour une équipe professionnelle, ras-le-bol à un moment. Oui. Ce sont des contraintes importantes quand même pour des jeunes gens là, d'être enfermés à Clairefontaine ou ailleurs pendant des semaines. Une équipe professionnelle qui joue 55 matchs quand elle est en Coupe d'Europe, elle fait 150 repas communs. Oui, c'est ça. Hein. Et le président, parce qu'on avait fait une grande saison, il dit « Je vais vous inviter à manger. » Non, s'il vous plaît. Je lui dis « Donnez-leur des bons pour 2 repas où ils veulent quand ils veulent. » Ah, c'est marrant ça. Oui, mais c'est ça, la vie de groupe. Voilà. Bon, merci beaucoup Gilles. Merci. Donc merci à vous. Vous serez téléspectateur ou auditeur jeudi soir. Hein, vous désertez pas le terrain du football. Oui, j'ai hâte de voir. Et je pense que les buts qui ont été pris par les Français étaient nécessaires pour montrer simplement que s'il n'y a pas une ultime concentration, c'est comme en boxe en fait, c'est-à-dire qu'on est à l'abri de rien. Et il faut vraiment être professionnel absolu jusqu'au bout, comme dans tous les métiers. Je trouve que c'est magnifique. Chaque seconde compte. Merci beaucoup Gilles. Oui, tout à fait. Au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée à Nantes. Pour terminer, Giroud, ce qu'on note aussi, c'est l'engouement populaire de cet Euro qui est parfaitement organisé et pour l'instant réussi. Les audiences télévisées sont formidables, même quand la France ne joue pas d'ailleurs. Beaucoup de gens regardent. 17 millions, et puis sur M6, une chaîne que tout le monde ne fréquente pas couramment. Là, vous fâchez avec M6, c'est une grande chaîne. Non, pas M6. du tout, c'est Ferreri qui commente, alors je ne peux pas vous dire que c'est mal. Hein. D'office, non, je voulais dire que c'est plus surprenant. D'accord. Bien, c'est vrai, je suis ébahi et de reconnaissance auprès de du préfet, M. Lambert, qui avait organisé la Coupe du Monde avec Fernand Sastre et Platini,
qui a organisé l'élection de Platini à l'UEFA et qui l'a organisé cet Euro à merveille. Ouais, voilà. Donc il faut aussi le dire parce que quand ça marche bien, il faut puis le quand même reconnaître aussi, et féliciter ceux qui en sont à le l'origine. nombre de gens des forces de l'ordre que ça mobilise alors qu'ils n'ont pas que ça à faire, on peut aussi avoir un petit mot pour eux. Eh ben voilà, on a une pensée aussi pour tous ces gens qui font que cet Euro de football se passe très bien. Merci Giroud de nous avoir accompagnés dans le dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Merci à tous ceux qui ont composé le 39-21 et nous nous retrouvons demain sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10.